La plupart d'entre vous en ont certainement déjà entendu parler. Certains d'entre vous ont même pu acheter un produit du commerce équitable dans un supermarché ou bien même boire une tasse de café ou de chocolat équitable quelque part, par exemple dans un café. Et certainement, en faisant ces gestes, vous vous êtes senti bien, vous avez pensé avoir agi pour la bonne cause. Cette idée d'un monde plus solidaire et plus équitable, je la partage naturellement. C'est elle qui m'a poussé à faire des recherches sur le commerce équitable jusqu'à en faire un livre. Malheureusement, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que les choses étaient différentes de ce que j'espérais trouver et aussi de ce que disaient les partisans du commerce équitable. Est-ce que le commerce équitable est équitable? Est-ce que la consommation solidaire peut permettre de transformer le monde en un monde meilleur et équitable? Je vais essayer d'apporter modestement des réponses à ces deux questions. Mais commençons par le commencement. C'est quoi le commerce équitable? Dans mes recherches, je me suis focalisé sur l'approche du commerce équitable qui est dominante. C'est l'approche qui est responsable de la plupart des ventes de produits équitables. C'est l'approche dont vous pouvez faire l'expérience quand vous allez dans un supermarché. C'est aussi l'approche qui repose sur la labellisation de produits équitables. Et il y a un label qui est très connu pour cela, c'est le label Fairtrade. Donc Fairtrade, il n'y a pas d'espace entre fair et trade. C'est le label de commerce équitable le plus connu. Fairtrade est promu par une organisation internationale, une ONG qui est basée à Bonn, en Allemagne, qui s'appelle Fairtrade International. Cette ONG regroupe des associations de producteurs et aussi des organisations nationales de labellisation. Fairtrade définit les standards du commerce équitable. Comment Fairtrade définit l'équité commerciale? Disons brièvement qu'il y a 4 conditions commerciales qu'assure ce label. Tout d'abord, les producteurs ont droit à un prix minimum commerce équitable. Ce prix minimum permet de couvrir le coût de production des producteurs d'une manière durable parce qu'elle intègre les composantes écologiques et sociales. La deuxième condition commerciale, c'est le versement d'une prime commerce équitable. Cette prime est calculée sur la base du volume vendu et sert à investir dans les infrastructures sociales et aussi dans le renforcement des capacités productives des organisations de producteurs. La troisième condition commerciale que garantit ce label, c'est la possibilité de préfinancement. Parce que souvent, les petits producteurs n'ont pas accès au marché des capitaux et ils peuvent avoir recours à des intermédiaires qui peuvent leur charger des taux d'intérêt usuraires. Et donc, avec la certification équitable, les acheteurs potentiels peuvent préfinancer les paysans à leur demande. Enfin, la dernière condition commerciale, c'est la promotion de relations de long terme entre les producteurs et les acheteurs potentiels, ce qui permet aux organisations de producteurs de pouvoir avoir un accès durable aux marchés internationaux. Après avoir dit cela, il y a 2 choses que je dois vous préciser. Fairtrade International n'achète ni ne vend aucune quantité. Il n'achète, ne vend rien. Fairtrade aussi, en fait, ne peut pas assurer que les biens produits selon les conditions du commerce équitable seront tous vendus aux conditions du commerce équitable. Si une organisation de producteurs dispose de ce label ne lui garantit pas que toute sa production sera vendue. Parce que le commerce équitable organise juste un marché. Il dit, vous avez certaines règles d'équité commerciale, vous les respectez, après c'est la logique du marché qui fonctionne. Tout ceci pour dire que, contrairement à une certaine opinion, le commerce équitable n'est pas une alternative au libre-échange. C'est une démarche qui procède du libre-échange une fois que certaines conditions sont acceptées par les protagonistes qui opèrent sur les chaînes de valeur commerce équitable. Une fois qu'on sait plus ou moins comment fonctionne le système commerce équitable labellisé,
La question qu'on peut se poser, c'est le commerce équitable est-il équitable? Une chose est sûre, sur le plan marketing, le commerce équitable a été un succès phénoménal. En 2004, les ventes de produits équitables à travers le monde atteignaient 830 millions d'euros. En 2013, ce chiffre a atteint 5,5 milliards d'euros. 5,5 milliards d'euros. C'est pour vous dire que le commerce équitable a connu une croissance très importante qui montre le soutien des consommateurs pour cette initiative. Les partisans du commerce équitable ont tendance à croire que plus de ventes au nord signifie plus d'impact au sud. C'est une manière de penser qui est un peu simpliste. Pourquoi? Tout d'abord, sur ces 5,5 milliards d'euros, sur les chiffres d'affaires réalisés par le commerce équitable, seulement entre 10 à 20% vont dans les pays du Sud sous forme de recettes d'exportation, 10 à 20%. Et ces recettes d'exportation, si vous les comparez, en fait, ce qu'ils rapportent en termes de revenus par habitant, c'est-à-dire si vous prenez les recettes d'exportation et vous divisez par le nombre de personnes qui vivent de ces revenus, vous allez aboutir à un chiffre de presque 150 euros par an. 150 euros par an représente juste un tiers du revenu moyen par habitant des pays à faible revenu. Un tiers du PIB par habitant des pays à faible revenu. C'est pour vous dire que le commerce équitable donne des revenus qui sont en moyenne faibles, qui ne permettent pas de combattre la pauvreté. C'est une première limite. Une seconde limite, c'est que non seulement ces revenus sont faibles, mais ils sont distribués de manière très inégalitaire. Le commerce équitable opère dans 74 pays. Et seulement 10 pays sont responsables de 70% des recettes d'exportation du commerce équitable. 10 pays. Et parmi ces 10 pays, 8 sont de l'Amérique latine, qui est la région qui bénéficie essentiellement du commerce équitable. Et la preuve, c'est que la prime commerce équitable par habitant est 7 fois plus élevée en Amérique latine qu'en Afrique. La question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi les bénéfices du commerce équitable vont pour l'essentiel en Amérique latine. Et donc, c'est ça ma critique un peu du commerce équitable. Parce que le commerce équitable s'adresse avant tout aux plus riches. L'Amérique latine est plus riche en moyenne que l'Afrique et l'Asie du Sud. Et donc, les producteurs en Amérique latine ont plus de marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de payer la certification commerce équitable. Parce que la certification, elle est payante, les producteurs doivent l'acheter. Une seconde raison, c'est que les producteurs en Amérique latine sont beaucoup plus productifs en moyenne. Et donc, ils peuvent fournir les volumes souhaités et les prix souhaités par le marché, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays ou dans les autres régions les plus pauvres du monde. Une dernière raison tient au fait que les ventes de produits équitables sont dominées par le café, le cacao et la banane, qui représentent 80% des recettes d'exportation. Et l'Amérique latine domine le commerce de la banane et du café. Il y a une troisième limite aussi. C'est le cas des pays qu'on appelle dépendants, des pays pour qui l'exportation de produits agricoles est nécessaire pour leurs économies. Prenons le cas du café. 2 pays sont très dépendants du café, c'est l'Éthiopie et le Burundi. Ce sont les 2 pays qui sont les plus dépendants de l'exportation de café à travers le monde. Le café représente 34% et 26% de leurs recettes d'exportation, respectivement. Paradoxalement, au Burundi, il n'y a pas de commerce équitable, pas de certification. En Éthiopie, il y en a très peu. Mais vous allez au Mexique et au Pérou, 2 pays qui sont relativement diversifiés et qui n'ont pas besoin nécessairement d'exporter le café. Ces 2 pays représentent presque une certification commerce équitable sur 3. Le fait que le commerce équitable exclut les producteurs les plus pauvres, les États les plus pauvres, et aussi les États qui ont le plus besoin d'exporter des matières premières agricoles,
sont illustratifs de ce que j'appelle le biais plutocratique du commerce équitable. Plutocratique vient de plutocratie, qui signifie gouvernement des riches. Les gens qui sont dans le commerce équitable veulent bien faire, mais leur modèle en pratique fonctionne plus pour ceux qui sont plus riches, en tout cas pas pour les plus pauvres. Et il y a une statistique très intéressante que je peux vous donner. C'est que le surplus que les consommateurs acceptent de payer ne va même pas dans le sud, il reste dans les pays du nord. Si vous êtes un consommateur américain et que vous prenez $1 pour acheter un produit de commerce équitable, il n'y a que 3 centimes qui vont dans les pays du sud sous forme de revenus supplémentaires. Que 3 centimes. Ce qui montre que le surplus reste dans les pays du nord et est capté par les supermarchés, par les entreprises qui commercialisent des produits équitables, mais aussi par les organisations de labellisation. Si on reste toujours dans le cas des États-Unis, l'organisation de labellisation qui s'appelle Transfer USA, et qui a d'ailleurs récemment quitté le mouvement, a vu ses ventes issues de cessions de licences être multipliées par 22 entre 2001 et 2009. Presque de $300 000 à 7 millions de dollars entre 2001 et 2009. Et ce qui est sûr, c'est que les producteurs des pays du Sud n'ont pas vu le revenu croître autant. Thomas Jefferson, qui est un père fondateur américain, a écrit une fois à un de ses amis qu'une bonne cause souffre souvent davantage des efforts inopportuns de ses amis que des arguments de ses ennemis. Mon point de vue, s'agissant du commerce équitable, n'est pas de dire que tout ce qu'ils font est mauvais ou erroné. Mon point de vue diffère aussi de ceux qui critiquent le commerce équitable pour maintenir le statu quo. Mon point de vue est plus simple et peut-être plus subtil à la fois. C'est de dire que, même avec les meilleures intentions, on ne parviendra pas à résoudre la question de la pauvreté dans les zones rurales tant que nous utilisons des démarches qui reposent avant tout et par-dessus tout sur une logique de marché libre. Et si le commerce équitable connaît certaines limites radicales, c'est dû notamment au fait qu'il utilise cette démarche de marché libre, qui au fond reproduit simplement le statu quo. Les plus riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, et les nécessiteux voient leurs besoins ignorés. C'est un argument contre le commerce équitable, qu'il n'agit pas de manière équitable. Mais, à supposer que le commerce équitable fonctionne sans toutes ces limites, on pourrait se dire aussi que le commerce équitable est un mouvement qui opère à une échelle beaucoup trop restreinte pour pouvoir avoir un impact significatif. Voyez-vous, les exportations globales des pays du Sud vers le Nord, chaque année, c'est plus ou moins 6 400 milliards d'euros. 6 400 milliards d'euros. Et donc, le commerce équitable, chaque année, ne représente qu'1 milliard d'euros. C'est pour vous dire tout le travail qui reste à faire et le caractère vraiment symbolique du commerce équitable. Que faire, donc, face à toutes ces limites du commerce équitable? Je pense qu'il y a des moyens plus appropriés et qui demandent qu'on donne l'initiative politique au gouvernement, aux États et aux acteurs de développement de la communauté internationale. Pour des problèmes globaux, nous avons besoin de remèdes globaux. Comme par exemple, souvent, les pays du Nord font du dumping agricole qui ont un effet dévastateur pour les paysans dans les pays du Sud. Donc là, il y a un terrain sur lequel il faut agir. Un second terrain sur lequel il faut agir est sur celui de l'escalade tarifaire. Les pays en voie de développement sont souvent spécialisés dans les tâches les moins rémunératrices des chaînes de valeur. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape de la transformation, les tarifs douaniers des pays du Nord augmentent en conséquence. Donc ça pénalise l'industrialisation et maintient les pays du Sud dans des spécialisations, disons, qui ne créent pas le développement. Un troisième terrain, c'est celui de la régulation
des matières premières agricoles. On en a besoin pour limiter contre la spéculation grandissante autour des matières premières agricoles qui sont plus ou moins conçues de plus en plus comme des actifs financiers. Mais aussi, il faudrait les réguler pour pouvoir trouver des soupapes de sécurité aux paysans du Sud. Un quatrième aspect serait que les pays du Sud et aussi les pays riches commencent à revoir leur politique agricole et ne pas trop vouloir imposer de manière inconditionnelle des politiques de libéralisation des marchés agricoles. Un dernier aspect concerne le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est là un forum où se jouent beaucoup de décisions. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme cela devrait, parce que souvent dans cette organisation, ce sont plus les intérêts des multinationales qui comptent que les intérêts des petits producteurs ou bien même les questions de développement. Un auteur a écrit à propos des négociations de l'OMC que c'est comme une guerre où certains ont des pistolets alors que d'autres ont des avions qui bombardent tout ce qui bouge. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des politiques pour agir à grande échelle et qui peuvent avoir un impact important. Mais ce qu'il faut, c'est de la cohérence politique et de la volonté politique. Voyez-vous, la plupart des acteurs qu'on estime responsables du caractère injuste du système mondial actuel sont maintenant des chantres du commerce équitable, des initiatives de labellisation éthique ou bien même du développement durable. Et malheureusement aussi, les acteurs politiques ne font pas mieux, souvent. En Europe, vous allez voir parfois dans les cantines scolaires, dans les parlements, dans les mairies, dans les ministères, le café qui est servi ou le chocolat qui sont servis sont labellisés équitables. Pour moi, c'est une manière de se donner bonne conscience et de refuser ses responsabilités. Cette année-ci, 2014, est l'année internationale de l'agriculture familiale. C'est aussi l'année où des accords de partenariat économique ont été conclus entre l'Union européenne et l'Afrique. Ces accords de partenariat économique, tout comme les pratiques d'accaparement des terres, on sait qu'ils n'auront pas forcément un impact positif pour la petite production familiale, pour l'agriculture et pour le développement. C'est pourquoi il faut que les gouvernements soient cohérents. Ils ne peuvent pas vouloir dire qu'on va supporter l'agriculture familiale d'un côté et de l'autre prendre des mesures qui vont à l'encontre de cet objectif. Il faut plus de cohérence. En conclusion, et comme j'ai essayé de l'indiquer dans mon livre, à chaque fois que vous tomberez sur un produit labellisé commerce équitable, rappelez-vous ceci. Dans un monde décent et équitable, nous ne devrions pas avoir besoin d'initiatives comme le commerce équitable. Leur seule existence témoigne de ce qui ne va pas dans ce monde. Quand l'équité peut s'acheter dans un supermarché, c'est que nous sommes très loin d'en comprendre la nature ainsi que les sacrifices qu'elle exige. Je vous remercie de votre attention. Beaucoup.